Donc on regarde l'exercice numéro 58 de la base, donc un CCP majeur qui a été donné 3 années, 2016, 2017, 2019 au moins. Et dans cet exo-là, on s'intéresse au commutant d'un endomorphisme. Donc le commutant, c'est l'ensemble d'un endomorphisme F, c'est l'ensemble des endomorphismes G tels que F rond G égale G rond F. Donc F et G commutent. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le commutant de F. Donc dans une première question, on vous demande de démontrer que C de F est un R espace vectoriel, donc il n'y aura pas trop de soucis. Après, on va s'intéresser à un endomorphisme. Alors, on va l'amener tout doucement, mais défini sur Rn, défini par f de i égale ei moins x, où x est un vecteur fixé de Rn. Et on va vous demander dans un premier temps de trouver ses valeurs propres leur multiplicité, regarder si elle est diagonalisable, et enfin se servir de la diagonalisabilité pour trouver le commutant de f. Donc, on va reprendre l'exercice. Donc, montrer que C de f est un R espace vectoriel. Donc ici, on ne va pas pouvoir écrire C de f sous la forme d'un vecte, donc on va utiliser la caractérisation habituelle des sous-espaces vectoriels, donc en 3 points. D'abord, C de f est inclus dans L de E par définition de C de f, et L de E c'est un espace vectoriel de référence. Ensuite, si je prends la fonction nulle, l'endomorphisme nul, G rond f égale 0, f rond g égale 0, donc f et g commutent. Donc l'endomorphisme nul est dans C de f, et comme l'endomorphisme nul est dans C de f est non vide. Enfin, quand je prends deux endomorphismes de C de f et un lambda dans R, je vais démontrer que lambda g plus h appartient à C de f. Pourquoi? Quand on calcule lambda g plus h rond f, en développant, on obtient lambda g rond f plus h rond f. G rond f, c'est f rond g, parce que g est dans C de f. H rond f, c'est f rond h, parce que h est dans C de f. Et donc, comme f est linéaire, on peut recomposer sous cette forme-là. Ça fait f rond lambda h plus g. Lambda g plus h. Du coup, on a bien démontré que C de f est un sous-espace vectoriel de L2. Bon, ensuite, on vous donne E1, E2, donc la base canonique de R2. On prend un x qui s'écrit sous forme x1, E1 plus x2, E2. Et on vous demande de trouver une condition nécessaire suffisante pour que cette famille-là soit une base de R2. Donc pour ça, le plus simple, c'est de décrire ce que c'est que E1 moins x dans la base canonique. Donc E1 moins x, ça fait 1 moins x1, E1 moins x2, E2. E2 moins x, de la même manière, ça nous donne ça. Et en fait, on va former la matrice de cette famille-là dans la base canonique. Donc ça nous donne cette matrice-là. Donc E1 moins x, ça fait 1 moins x1, E1 moins x2, E2. E2 moins x, ça fait moins x1, E1 plus 1 moins x2, E2. Et on sait, d'après le cours sur la matrice de changement de base, que cette famille-là est une base de R2, si et seulement si sa matrice, dans une autre base, est inversible. Donc on va regarder si cette matrice-là est inversible, et pour regarder si elle est inversible, on va calculer son déterminant. Et donc le déterminant, on se calcule de manière très classique, donc hop. Et on obtient que le déterminant est en fait égal à 1 moins x1 moins x2. Et donc ma famille-là sera une base, si et seulement si 1 moins x1 moins x2 est différent de 0, c'est-à-dire si x1 plus x2 est différent de 1. Ensuite, on fait pareil, donc cette fois-ci dans Rn, donc on prend E1, En, la base canonique de Rn, on prend un x écrit sous forme x1, E1 plus xn, En, et on forme le même genre de famille, donc E1 moins x, En moins x. Donc de la même manière qu'on a fait dans le cas de dimension 2, cette famille-là est une base si seulement si sa matrice dans la base canonique est inversible. Et sa matrice, de la même manière qu'en dimension 2, on obtient une matrice qui ressemble à ça. Alors pour calculer son déterminant à cette matrice-là, parce qu'on a envie de savoir si le déterminant est nul ou non, il va falloir utiliser quelques astuces. Et la première astuce consiste à se rendre compte que quand on somme tous les termes d'une colonne donnée, on obtient 1, moins x1, moins x2, moins xn. Sur toutes les colonnes, on obtient le même résultat. Ce qui nous incite donc à remplacer la ligne 1 par la somme des lignes. Ce qui fait que sur la ligne 1, on va se retrouver avec ce coefficient-là, sur tous les termes de la ligne 1, et donc on va pouvoir le mettre en facteur. Donc on obtient ce nouveau déterminant. Et là, on peut être tenté de faire disparaître tous ces 1 qui sont là, en faisant par exemple C2 reçoit C2 moins C1, C3 reçoit C3 moins C1, etc., etc. Ce qui d'ailleurs en soi n'est pas une mauvaise idée, ça marchera aussi. Mais on peut aussi faire autrement en se disant que tiens, finalement cette ligne 2, et si on lui ajoutait x deux fois la ligne 1. L'intérêt étant que ça va faire disparaître tous ces x2. Il va me rester une ligne 2 qui sera très très simple avec 0, 1 et que des 0 derrière. Et pareil pour toutes les autres lignes. Donc c'est plutôt ce qu'on va faire ici, mais encore une fois, je répète, si vous aviez eu l'idée de faire C2 moins C1, C3 moins C1, c'est quelque chose qui marche plutôt bien aussi, on va retomber sur une matrice intéressante.
Et donc du coup, ben, moi j'ai fait mes opérations, donc ligne I reçoit ligne I plus xi fois ligne 1. Et donc ma matrice que j'obtiens, c'est une matrice qui maintenant est triangulaire supérieure. Et donc son déterminant, c'est le produit des termes diagonaux. Et le produit des termes diagonaux, du coup, ça fait 1. Et donc le déterminant de Pn, de ma matrice Pn, c'est ça. Donc on a dit que la famille était une base si et seulement si sa matrice dans la base canonique était inversible. Donc si et seulement si son déterminant est non nul. Et donc si et seulement si la somme des xi est différente de 1. Bon, ensuite on va s'intéresser à un endomorphisme particulier. Donc on a f un endomorphisme de Rn. EI c'est toujours la base canonique. X c'est toujours le vecteur qu'on a pris ici. Et on définit un endomorphisme sur la base canonique en disant que f de i égale ei moins x. Alors on a bien le droit de définir un endomorphisme comme ça, parce qu'après par linéarité de f, on pourra calculer f de n'importe quel vecteur en utilisant la linéarité de f, ce qui va nous ramener au calcul de f de ei. Et f de i est connu. Donc vous voyez que mon endomorphisme est bien déterminé. Donc du coup ici, on va commencer par regarder quel est l'endomorphisme de f dans la base canonique. La matrice de endomorphisme dans la base canonique, et on se rend compte que finalement, la matrice de f dans la base canonique, ça va être la matrice des f de i dans la base ei, et en fait, ça va être la matrice des ei moins x. Donc en fait, on se rend compte que ce Pn là, c'est aussi la matrice de f dans la base canonique. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, donc la matrice de f dans la base canonique, c'est Pn. Et du coup, si maintenant je veux calculer le polynôme caractéristique de f, donc c'est le déterminant de xi moins Pn. Donc qu'est-ce que ça va donner? En fait, on voit que ici, on va rajouter un x sur la diagonale et on va mettre des moins de partout. Et donc l'idée, ça va être déjà de faire sortir des moins 1 dans tous les sens. On va sortir des moins 1 de toutes les lignes, toutes les colonnes, donc ça fera un moins 1 puissance n. Et en fait, le calcul après va se passer exactement de la même manière. Parce qu'une fois que j'aurai écrit mon moins 1 puissance n, je vais avoir la même matrice ici. Sauf que sur la diagonale, au lieu d'avoir 1 moins x1, j'aurai 1 moins x moins x1, 1 moins x moins x2, 1 moins x moins xn. Et donc en faisant les mêmes opérations, c'est-à-dire je remplace la ligne 1 par la somme de toutes les lignes, je vais pouvoir faire apparaître ce terme-là, que je vais pouvoir sortir. Et il va me rester ça. Et bien sûr, là j'ai sauté notre opération. Une fois que j'aurai mis tout le monde sur la ligne 1, enfin que j'aurai remplacé ma ligne 1, je pourrai faire les mêmes opérations. Donc ligne 2 reçoit ligne 2 plus x fois x1, x2 fois la ligne 1, x3, ligne 3 reçoit ligne 3 plus x3 fois la ligne 1, etc. Et je vais obtenir cette matrice-là. Et donc on se rend compte ici que cette nouvelle matrice, elle est encore une fois triangulaire. Donc son déterminant, ça va être le produit des termes diagonaux, qui va faire du 1 moins x puissance n moins 1. Donc ensuite, ce 1 moins 1 puissance n, on le distribue, on en met 1 moins 1 avec celui-là. Et puis on met les n moins 1 autres moins 1 avec les 1 moins x puissance n moins 1. Et donc on obtient ce polynôme caractéristique-là. Donc du coup, on voit que f a deux valeurs propres. 1 et moins 1 plus la somme des xi. 1 est une valeur propre d'ordre n-1, l'autre est une valeur propre simple. Sauf, attention à bien identifier ce cas, si jamais la somme des xi est égale à 0, alors en fait, ici, on n'a plus qu'une seule valeur propre, qui est la valeur propre 1. Donc là, c'est des cas qu'on va être amené à distinguer pour la suite. Donc ensuite, on vous demande sous quelles conditions est-ce qu'il est diagonalisable. Donc justement, ce cas-là qu'on vient d'identifier va apparaître tout de suite. Est-ce que la somme des xi est égale à 0 ou non? Donc si la somme des xi est différente de 0, ça veut dire qu'on a bien deux valeurs propres. Une valeur propre simple, celle-ci, et une valeur propre d'ordre n-1, le 1. Donc on sait que ici le polynôme caractéristique est scindé, donc on sait que f sera diagonalisable si et seulement si tous les espaces propres sont de dimension maximale. Alors comme cette valeur propre est simple, son espace propre est automatiquement de dimension 1, donc on ne va pas s'y intéresser. Par contre, celle-ci est d'une valeur propre de multiplicité n-1, donc il faut regarder si son espace propre est de dimension n-1. Donc on va naturellement ici regarder, s'intéresser à l'endomorphisme f moins identité. Mais quand on regarde la matrice de f moins identité, ça va être cette matrice-là, toujours dans la base canonique. Cette matrice-là, on voit tout de suite qu'elle est de rang 1, parce que toutes ces colonnes sont identiques. Donc du coup, elle est de rang O plus 1. Et elle est de rang au moins 1, parce que la première colonne est non nulle. Et pourquoi est-ce qu'elle est non nulle? Parce que la somme des xi est différente de 0. Donc comme cette somme est différente de 0, il y en a au moins un qui est non nul. Donc du coup, cette matrice-là est de rang 1.
Donc le théorème du rang me dit que la dimension de son noyau est égale à n-1. Et la dimension de son noyau, c'est la dimension de E1 de f. Donc du coup, dans ce cas-là, on a bien ce qu'on voulait. L'espace propre associé à la valeur propre 1 est de dimension maximale. L'espace propre associé à la valeur propre 1 moins la somme des xi est de dimension 1 parce que c'est une valeur propre simple, donc c'est automatique. Et donc, l'endomorphisme f est diagonalisable. Maintenant, on s'intéresse au deuxième cas, si la somme des xi est égale à 0. Alors dans ce cas-là, on a vu que on n'avait plus qu'une seule valeur propre de multiplicité n. Et dans ce cas-là, on sait que f est diagonalisable si et seulement si la dimension de E1 de f est égale à n. Et dire que la dimension de E1 de f est égale à n, ça veut dire que f, c'est identité. Parce que ça veut dire que pour tout x dans Rn, on a f de x égale 1 fois x. Donc f de x égale identité. F égale identité. Et quand est-ce que f peut être égal à l'identité? Pour que f soit égal à l'identité, il faut que sa matrice, vous vous rappelez, sa matrice Pn, soit la matrice identité. Et pour que cette matrice soit la matrice identité, il n'y a pas 50 solutions, il y en a une seule. Il faut que le vecteur x1, xn soit le vecteur nul. Donc ici, on obtient que donc si la somme des x égale 0, f est diagonalisable si et seulement si f égale l'identité, et donc si et seulement si x égale 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette question-là? Quand est-ce que f est diagonalisable? F est diagonalisable si et seulement si, premier cas, la somme des x est différente de 0, ou si x égale 0. Donc maintenant, on a une dernière question, on vous demande d'identifier le commutant de f. Donc il y a deux cas qui vont être relativement simples, c'est les cas où f est diagonalisable, et un cas qui va être beaucoup plus compliqué, c'est le cas où f ne l'est pas. Donc les deux cas simples, si x égale 0, donc c'est un des cas qui est apparu dans la question précédente, f égale identité. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tous les endomorphismes de L2E commutent avec l'identité. Donc dans ce cas-là, C de f, c'est L2E, et L2E, comme E est de dimension n, c'est de dimension n carré. Maintenant, deuxième cas relativement simple. Si la somme des xi est différente de 0, donc on est dans ce cas-là, on a vu que f était diagonalisable avec deux espaces propres, E1 de f, et E x1 plus x2 plus xn de f. Là, a priori, il y a une faute de frappe, c'est pas x1 plus xn, ce serait plutôt 1 moins la somme des xi. Donc 1 moins tout ça, de f. Et celui-là, c'était vecte de x. Ouais. Alors, pour que G commute avec f, G doit laisser stable les espaces propres. Donc si G commute avec f, automatiquement, on sait que les espaces propres de f sont stables par G. Et donc ça me dit que la matrice de G dans cette base-là aura une écriture de ce genre-là. Parce que ici, dans les n-1 premières colonnes, on va voir les images des éléments de E1 de f, qui doivent appartenir à E1 de f, donc ils ne s'expriment pas en fonction des dernières coordonnées. Donc sur la dernière ligne, je vais avoir des zéros. Et pour la dernière colonne, donc c'est l'image de x par g. Ça doit appartenir à vecte de x, à nouveau. Donc il doit s'exprimer en fonction uniquement de x. Donc on va avoir une matrice diagonale par bloc comme ça. Et réciproquement, alors comme la matrice de f dans cette base-là, c'est celle-ci, les deux matrices commutent automatiquement, parce que si vous calculez en faisant des produits par bloc, an fois identité ça marche bien, bn fois un autre vecteur ça a bien marché, et donc pas un autre vecteur par un autre réel ça a bien marché, et donc a priori tout le monde va commuter ici, il suffit de le poser. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que G commute avec f si et seulement si sa matrice dans cette base-là s'écrit sous cette forme-là. Et on sait que l'application qui a un endomorphisme associe sa matrice dans une base donnée est un isomorphisme. Et donc, on a que C de f, c'est l'ensemble des G qui commutent avec f, qui sera de même dimension que l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme ça. Et l'ensemble des matrices qui peuvent s'écrire comme ça, quelle est cette dimension? On a ce premier bloc ici qui est isomorphe à mn-1 de R, donc de dimension n-1 au carré. Et ce deuxième bloc qui est un bloc de taille 1, qui est isomorphe à m1 de R, donc de dimension 1. Et donc globalement, dimension globale de cet ensemble de matrices sera dimension n-1 au carré plus 1. Donc il sera égal à la dimension de C de f. Alors au dernier cas, qui est le cas le plus pénible, c'est le cas où la somme des x égale 0 et x différente de 0. Alors,
x appartient à E1 de f. Alors comment le prouver? Ben, tout simplement, vous prenez votre matrice ici, là, la matrice de f, vous multipliez par x1, x2, xn, et vous vérifiez que ça fait bien x1, x2, xn. Donc x est dans E1 de f, et il est non nul. Donc x est une famille libre de E1 de f. Cette famille libre, on peut la compléter en une base de E1 de f. Donc c'est le théorème de la base incomplète. Donc on va le compléter en une base U1, U2, jusqu'à UN-2, jusqu'à x de f, E1 de f. Alors pourquoi ça? Parce que E1 de f, on a vu qu'il était de dimension n-1. Donc ici, on obtient ces vecteurs-là. Ensuite, on voit que ce vecteur v, qu'on prend un vecteur très simple, donc E1 plus E2 plus En, il n'appartient pas à E1 de f. Pourquoi? Parce que f de v, quand on le calcule, ça fait v moins nx. Donc f de v n'est pas égal à v, parce que x est non nul. Donc v n'appartient pas à E1 de f. Et du coup, si je prends une base formée de U1, U2, UN-2, X, auquel on adjoint V, ça va être une famille qui sera automatiquement libre. Pourquoi? Ben, si on écrit une combinaison linéaire qui s'annule, en isolant le V de l'autre côté, on va écrire V comme une combinaison linéaire d'éléments de E1 de F. Enfin, un multiple de V comme une combinaison linéaire d'éléments de E1 de F. Mais V n'est pas dans E1 de F. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir 0V. Donc le coefficient devant le V va être nul. Et on aura en plus la combinaison linéaire des éléments de U1, U2, UN-2, X qui fera 0. Et comme cette famille est libre jusqu'à X, bah ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Donc vous voyez, on obtient la liberté relativement facilement. Et bah c'est une famille de n vecteurs de E, donc c'est une base de E, où E c'est bien sûr Rn. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? On a trouvé une base intéressante de E, et on va s'intéresser à G. Encore une fois, G appartient à CF, c'est seulement si G rond F égale F rond G. Et G rond F égale F rond G, vu que c'est des applications linéaires, pour que cette égalité-là soit vraie, il suffit qu'elle soit vraie sur une base. Donc je vais prendre l'égalité sur ma base B, donc on doit avoir ça. Maintenant, je vais calculer, alors, déjà, mon f de ui vaut ui, donc g de ui est égal à g de f de ui, et doit être égal à f de g de ui. Après, je vais faire pareil pour g de x. X est toujours dans E1 de f, donc g de x est égal à g de f de x. Et comme ça doit commuter, ça doit être égal à f de g de x. Enfin, le dernier, c'est pour v. Donc quand on calcule f de g de v, donc je note g de v sous cette forme-là, dans la base b, encore une fois. Et quand je calcule du coup f de g de v, eh ben, ça me fera du f de u1 qui va faire u1, f de un-2 qui va faire un-2, f de x qui fait x, et enfin f de v. Et ce f de v, ben, on l'a calculé au-dessus, f de v ça fait v moins nx. Donc ce anv, le dernier terme, va se transformer en an fois v moins nx. Donc ça me donnera cette quantité-là. Et donc on se rend compte que f de g de v, en fait ça fait g de v moins naxn. Et donc du coup, on doit avoir g de f de v égale f de g de v. Et pour que ces deux quantités-là sont égales, on retrouve le g de v de part et d'autre. Donc il suffit que ce ng de x égale n à nx. Donc on va obtenir cette dernière condition qui va apparaître là. Et c'est tout comme condition. Donc pour que ça commute, pour que g commute avec f, il faut qu'on ait ces conditions-là. Donc maintenant on va passer à l'écriture matricielle, ça sera plus simple pour voir les dimensions. Et encore une fois, il faut bien repérer ce qu'on est en train de faire ici. Donc là, je me place dans la base B. Donc la base B, ici, comme vecteur, je vais avoir U1 jusqu'à UN-2 au-dessus du C. Après, je vais avoir mon X, ici. Et ensuite, je vais avoir mon V en dernier. Donc on prend cette écriture par là. Ici aussi, U1, UN-2, X et V. Et donc là, quand on calcule G de UI, on a vu que G de UI, il devait appartenir à E1 de F. Donc comme G de UI appartient à E1 de F, il s'écrit comme combinaison linéaire de U1, UN-2 et éventuellement de X aussi. Mais il ne dépend pas de V. Donc c'est pour ça que sur la dernière ligne, ici on va avoir des zéros. Donc sur les n-2 premières colonnes, on a des zéros ici. On doit avoir aussi G de X égale ANX. Donc ici, on a un N. Et puis ailleurs, on a des zéros. Enfin, G du dernier vecteur, G de V, on a posé dans notre écriture que ça faisait ça. Donc on a A1, A2,
AN-1, AN-2, pardon, AN-1, AN, pour ce dernier vecteur. Et attention ici, G appartient à C2F si et seulement si on a ça. Donc si et seulement si la matrice de G dans la base B, c'est écrit comme ça. Donc du coup, on regarde maintenant quelle est la dimension de C2F. Encore une fois, l'écriture matricielle est un isomorphisme. Donc la dimension de C2F, c'est égal à la dimension de l'ensemble de ces matrices-là. Et on va regarder la dimension de ces matrices-là. Donc là, on a une matrice de taille n-2, n-2. Donc ça fait n-2 au carré comme dimension. On a cette matrice-là et cette matrice-là qui sont de dimension n-2, 1 ou 1, n-2. Donc ça me fait en fait 2 n-2 pour ces matrices. Et puis après, j'ai le n-1 et le n à choisir. Donc ça fait 2 coefficients en plus. Et donc du coup, on obtient, on calcule et on obtient ces dimensions-là. J'insiste, cette dernière question quand même est... Enfin, le dernier bout de cette dernière question, cette partie-là est quand même très très technique. Elle s'adresse vraiment aux meilleurs élèves et on pourrait très bien retrouver ce genre de questions dans des centrales X ou NS.